La nuit où la ville l'a avalé, Salvatore, dit Sal Duca, est sorti en titubant de l'arrière d'une camionnette de blanchisserie volée, avec des brûlures de corde au poignet et une prière qu'il ne parvenait pas tout à fait à se remémorer. Il a heurté l'asphalte fissuré derrière le quai 46 avec les deux paumes en avant et a continué de rouler jusqu'à ce que la porte de la camionnette claque et que les jurons étouffés des hommes à l'intérieur déchirent le silence du port. Puis le moteur a vrombi, les pneus ont crissé, et la camionnette a disparu dans une nappe de lumière sodique et de brouillard. Il est resté immobile un long moment, sentant le goût de fer de la panique dans sa bouche. Le vent de la Seine lui piquait le visage. Quelque part au loin, un bateau-mouche a gémi. Quelque part de plus près, une mouette a ri comme un ivrogne. Sal s'est évalué avec la lente prudence d'un homme qui avait déjà survécu à 3 balles. Côte douloureuse, cheville tordue, tête bourdonnante. Il a levé une main tremblante vers l'arrière de son crâne et a trouvé une zone collante de la taille d'une pièce de 2 euros. Du sang, vieux, coagulé. Il l'avait assommé quand il avait essayé de s'enfuir dans cette pièce sans fenêtre qui sentait la cigarette et l'eau de Javel. Il aurait dû reconnaître la pièce. Il aurait dû tout reconnaître. La marque particulière de cigarette russe, le son graisseux de l'argent qu'on compte, la voix graveleuse et soyeuse de Victor Koslov. Il connaissait ces choses de la même manière qu'on connaît une chanson de son enfance. On ne se souvient pas de l'avoir apprise, mais la langue en connaît chaque note. Pourtant, quand il a essayé d'assembler les faits en une image cohérente, un brouillard sombre s'est installé. Les noms se sont estompés. Les visages se sont déformés. Le temps a glissé de côté. Il savait qu'il y avait un fils. Il savait qu'il y avait une maison avec des citronniers sur une terrasse où il n'était pas censé pousser. Il savait qu'il était aimé, craint et chassé. Il savait que s'il arrêtait de bouger, il mourrait. Il s'est mis à genoux. Une vague a déferlé dans son crâne. Le quai a basculé. Il s'est accroupi, respirant lentement, attendant que ses entrailles se calment. Des bruits de pas? Non, juste le clapotis de l'eau et le grondement d'un camion sur l'avenue. Il s'est relevé en chancelant et a testé son poids sur la mauvaise cheville. Elle a tenu, à peine. Il devait s'éloigner de la rivière. Se fondre dans la masse. Trouver. Quel nom? Les citronniers. Le soleil. Il a marché. La nuit s'est éclaircie alors qu'il se dirigeait vers l'est, le brouillard se dissipant pour révéler le dôme orange terne qui planait en permanence sur Paris. Il a traversé le quartier des Halles, fait de boîtes de verre et d'ombre de la vieille ville, et a grimpé les côtes de fer de la coulée verte pour traverser les voies. Il est redescendu près de l'avenue Daumesnil, suivant la lueur basse d'une enseigne de bistrot, chez Lucie. Le néon rouge bourdonnait doucement contre la vitre, et la voyelle nageait dans la vapeur. Lucie. Au bord de son champ de vision, la silhouette d'une femme se déplaçait entre les tables, un flou doux de bleu et de blanc. Il a pressé une paume contre ses côtes et a essayé la porte. Chaleur, café, l'odeur du beurre sur la plaque chaude, du sirop et quelque chose de propre. Des agrumes peut-être, ou un nettoyant au citron bon marché, assez vif pour lui gratter les sinus. Les banquettes étaient en vinyle, vertes comme un feu de signalisation délavé, et le comptoir avait des bords chromés que quelqu'un polissait comme une religion. 2 chauffeurs de taxi parlaient en arabe au fond. Une femme en tailleur pleurait silencieusement sur une assiette d'œufs, et un couple d'adolescents partageait un diabolo fraise avec 2 pailles, comme une blague d'une autre décennie. La cloche au-dessus de la porte l'a salué d'un tintement clair qui a semblé lui percer le crâne. « Asseyez-vous où vous voulez », a dit la jeune femme. Il savait que c'était une jeune femme à cause de sa voix. Basse, chaleureuse, professionnelle, mais bienveillante. Il aurait pu lui dire une douzaine de choses sur elle en ces 3 secondes. Elle marchait vite, mais pas comme si elle fuyait. Elle souriait plus avec les yeux qu'avec la bouche. Elle pouvait convaincre le réfrigérateur de se réparer tout seul si elle lui parlait assez gentiment. Il s'est tourné vers elle et a réalisé qu'il ne connaissait pas son propre nom. Elle était petite et solide, tout en avant-bras et en queue de cheval, l'uniforme bleu clair classique repassé à la perfection, col blanc impeccable, basket blanche un peu éraflée. Le badge sur sa poitrine indiquait Léa en lettres noires soignées. Elle tenait 2 assiettes en équilibre sur un bras comme une magicienne, une pile de croissants surmontés de beurre, un bol bleu avec des fruits qui brillaient comme des bijoux. Elle les a posés à la table 4 et s'est retournée vers lui. Et pendant une seconde, il s'est senti ancré au sol par la simple gravité de son attention. « Ça va, monsieur » demanda-t-elle. De cette façon qu'on a de le demander quand on le pense vraiment. « Oui » dit-il. Le mot avait un goût étranger. « Juste un café. N'importe quelle banquette, je vous l'apporte. » Elle a hésité, ses yeux se portant sur le côté de sa tête où le sang séché assombrissait ses cheveux à la nuque. « On a une trousse de premier secours, aussi, au cas où, vous savez, vous vous seriez cogné à un chambranle de porte. »
Il a essayé de sourire et a fini avec une grimace qui ressemblait à un aveu. Le chambranle de porte a gagné. Je vois. Elle a fait un signe de tête vers la banquette du coin, près de la fenêtre. Celle-là est la plus confortable. Il s'est glissé dans la banquette, se concentrant sur sa respiration, sur le maintien de tous les morceaux de lui-même à l'intérieur de sa peau. Elle est arrivée avec un café dans une tasse blanche épaisse, du genre qui brillait sur le bord là où elle rencontrait la lumière. Crème, sucré. Noir, c'est bien. Il a tendu la main vers la tasse et a réalisé que ses mains tremblaient. Elle n'a fait aucune remarque. La cuisine fait une soupe de poulet décente si vous avez besoin de quelque chose de chaud. C'est pour moi. C'est pour moi. Les mots ont atterri comme une couverture. Sa bouche a tenté une protestation qui n'est pas venue. Merci. Ne vous inquiétez pas, elle s'est penchée un peu. Sa voix maintenant réglée pour eux deux seulement. Je m'appelle Léa. Vous pouvez me dire la vérité si vous avez besoin d'aide. Ce quartier est plein de gens qui font semblant de ne pas en avoir besoin. Il voulait tout lui dire et rien du tout. Il s'est contenté de « je cherche un endroit, une maison ». Il a froncé les sourcils, poursuivant le souvenir. Il y a une terrasse avec des citronniers. Quelque chose a vacillé sur son visage. Inquiétude, curiosité. Elle n'a pas insisté. Buvez votre café. Je reviens tout de suite. Elle était alors une comète. Serviette, un verre d'eau, un petit bol d'orange pour la femme qui pleurait, une blague pour les chauffeurs de taxi, un nouveau remplissage au comptoir. Elle se déplaçait comme si elle appartenait à l'endroit, comme si l'air devenait plus chaud quand elle passait. La cloche de la porte a tinté 2 fois de plus, et le cuisinier a crié « Commande prête !» Et Aznavour chantait depuis une radio quelque part près de la vitrine à tarte à propos d'une bohème qu'il ne connaîtrait plus. La soupe est arrivée fumante. Il ne savait pas qu'il était affamé, jusqu'à ce que la cuillère se déplace du bol à sa bouche, comme si quelqu'un d'autre le faisait. Léa a glissé un petit sachet en plastique sur la table. « Et une lingette antiseptique » dit-elle nonchalamment. « Vous avez un petit quelque chose. » Elle a fait un geste vague vers l'arrière de sa propre tête. « Et je ne vais pas vous forcer à aller à l'hôpital si vous ne voulez pas, mais vous devriez nettoyer ça. » Il a pris la lingette, la piqûre de l'alcool, un petit éclair net. « Merci. » Comment est la soupe? Elle a le goût de la maison, dit-il, surpris par la vérité de ses paroles. Elle a souri et cela a changé tout son visage. Alors vous avez eu une bonne maison. Il a dégluti. Des citronniers, un garçon, un rire comme une corde de violon qui claque. Peut-être que oui. Quand il s'est levé 1 heure plus tard, la ville était subtilement passée de la nuit à l'aube. La femme qui pleurait avait cessé de pleurer. Les chauffeurs de taxi étaient partis. Le diabolo avait fondu en une flaque rose, et les adolescents avaient disparu dans l'avenir où les adolescents disparaissent. Il a sorti une liasse de billets humides de sa poche et les a empilés sur la table, essayant de compter. Les chiffres s'éloignaient de lui comme des insectes. La main de Léa s'est posée doucement sur l'argent. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit-elle. « Je vous l'ai dit. C'est pour moi. Je ne peux pas. »« Si, vous pouvez, » dit-elle avec une fermeté qui expliquait pourquoi le réfrigérateur écouterait. « Vous pouvez me rembourser en revenant demain et en me racontant comment s'est passée la recherche des citronniers. » Il l'a regardé et a senti quelque chose bouger en lui. Une minuscule aiguille de boussole, qui tourbillonnait follement depuis des heures, s'est fixée sur le nord. « Demain, le coup de feu du petit déjeuner commence à 6 heures. Je vous garderai une banquette. » Il a hoché la tête comme si un pèlerinage lui avait été assigné. « D'accord. » Dehors, les premiers métros de la ville se sont réveillés en cliquetant. Il a recommencé à marcher, suivant une odeur qu'il ne pouvait nommer, une géométrie de rue qui finirait sûrement par former le bon angle s'il marchait assez longtemps. Il a trouvé un banc dans un square entre 2 immeubles, s'est assis et a dormi alors que le ciel devenait rose et que le jour changeait de propriétaire. Même l'homme le plus discipliné finit par craquer après 3 jours sans sommeil. À la fin du 3e jour, les pupilles de Dante Ducas s'étaient réduites à des têtes d'épingle, et sa mâchoire lui faisait mal à force d'être serrée. Il avait transformé son téléphone en arme, contactant des détectives privés sur 3 continents, faisant appel à des faveurs du Pentagone à Palerme, aboyant des ordres à des lieutenants qui savaient qu'il ne fallait pas discuter lorsque le père du patron avait disparu. Et les rumeurs disaient que les mains de Victor Kozlov étaient celles qu'il avait enlevées du trottoir. Le 4e matin, Dante s'est réveillé penché sur une table de guerre au 2e étage de l'hôtel particulier des Ducas. Une carte de Paris s'étalait si largement que les coins se recourbaient. La voix de sa sœur traversa la pièce comme un couteau dans la soie. « Bois », dit Alessia, en posant un expresso sur la carte là où le centre de Paris aurait dû être. « Et mange ça, ou j'appelle Nona pour lui dire que tu as oublié comment faire. »
Il cligna des yeux en la regardant. Pommette haute, cheveux noirs comme un rideau, des yeux qui pouvaient tuer un homme ou le convaincre de faire un don pour une aile d'hôpital, selon son humeur. Elle portait le deuil comme une robe privée sous son armure. Il prit l'expresso et les biscottis qu'elle lui força dans la main. On a visité 3 des planques de Kosloff, dit Dante d'une voix rauque. Vide. Ces hommes parlent, mais ils ne savent rien. Ou ils savent et ils tiennent à leurs dents. Tu as besoin de dormir. J'ai besoin de mon père. La bouche d'Alessia se serra. Moi aussi. Elle posa une petite pile de photographies sur la table. Des clichés de caméras de sécurité, horodatés avec une police numérique bon marché. On a balayé tout le réseau du centre à la porte de Clignancourt. Rien. Mais elle fit glisser la dernière photo plus près. Celle-ci vient d'un bistrot du 11e, il y a 2 nuits. Chez Lucie. La caméra est face à la porte. 2 heures du matin, heure creuse. Tu vois quelque chose? Il se pencha. Son cœur rata un battement, puis un autre. L'image était floue. La qualité médiocre, mais la silhouette dans la banquette du coin avait une posture qu'il reconnaîtrait au bout du monde. La façon dont Sal s'asseyait avec une main enroulée autour d'une tasse et l'autre triturant une serviette en cordelette. La carrure des épaules qui avait tenu Dante quand il avait 6 ans et que son chien était mort. Qui avait jeté un homme dans la Seine quand Dante avait 21 ans et n'avait pas écouté. Au bord du cadre, une serveuse en robe bleue se penchait, lui tendant un bol. « Il est en vie », dit Dante. La phrase craqua comme de la glace. Il sentit la pièce se réorienter autour d'elle. Les meubles et les molécules d'air prenant leurs ordres des mots. « Il est en vie. »« Il l'était », dit Alessia prudemment. « Il y a 42 heures. » Chez Lucie. Il goûta le mot. « Oh !»« Bastille. » Elle pointa au sud de leur carte. Une tache d'expresso. Un coin de rue. Du chrome. Du néon. J'ai appelé. La fille du matin s'appelle Léa. Étudiante. En médecine, d'après ce que le gérant a dit. Elle vit dans une chambre de bonne dans le Marais. Travaille de nuit pour payer ses études. Une étudiante. Une serveuse. Une étrangère. Versant de la soupe à son père à 2 heures du matin. Dante tenait la photographie comme si elle pouvait prendre des ailes et s'envoler. Il pouvait sentir les bords du monde se préciser. Prends la voiture. Alessia le regarda, quelque chose de las et d'affectueux dans son regard. Dante, quoi? N'entre pas là-dedans comme une tempête. Il leva les yeux, surpris. Elle avait toujours lu en lui. Je ne le ferai pas. Si. Je t'aime, mais si. Tu entres dans les pièces comme si l'air t'appartenait et tu te demandes ensuite pourquoi tout le monde arrête de respirer. Elle désigna la photo du menton. Cette fille lui a donné de la soupe. Si elle a fait ça gratuitement, si elle l'a gardée en sécurité. Nous sommes des invités. Nous sommes les Ducas, dit-il, un réflexe aussi vieux que ses os. Nous sommes des invités, répéta-t-elle, plus doucement mais plus dangereusement. Je te hanterai si tu lui fais peur. Il empocha la photo. Je serai l'image même du charme. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Il était déjà à la porte. À 5h45 du matin, chez Lucie, vibrait de l'électricité particulière d'un endroit qui avait survécu à 3 propriétaires, une inondation, un problème de souris et la consolidation d'une douzaine d'applications de livraison en une seule application sans visage qui essayait de l'étouffer. Léa surfait sur cette vibration comme sur un courant. Elle transformait l'anxiété des frais de scolarité impayés en efficacité. Elle transformait son chagrin, petit, privé, ancien, en douceur. Elle convertissait sa fureur contre l'indifférence de la ville en cafetière en acier inoxydable qui ne se vidait jamais. Elle avait appris à se mouvoir, si bien que les habitués ne remarquaient pas quand elle glissait un œuf supplémentaire sur une assiette ou échangeait le soda d'un enfant contre du lait parce que ses dents étaient déjà du verre de sucre. Elle avait été pauvre assez longtemps pour comprendre que la compassion était une monnaie. La cloche a tinté. Elle a levé les yeux par habitude et a cessé de respirer. L'homme qui est entré avait le genre de présence qui réorganisait les molécules d'air. Il portait un costume noir sans cravate et une expression noire sans douceur. Ses cheveux étaient coupés courts, sa mâchoire sculptée comme une pièce de monnaie romaine, une barbe de 3 jours de la longueur exacte qui dit « Je l'ai fait exprès ». Il n'était pas tant grand que correctement proportionné à la pièce. Ses yeux se sont déplacés une fois, de gauche à droite, et dans ce balayage, Léa l'a vu cataloguer les sorties, compter les têtes, évaluer les vecteurs de menace. Elle a senti une eau de Cologne chère et la pluie. Derrière lui, une femme avec les mêmes yeux a fait une pause à la porte, puis s'est dirigée vers la banquette du coin comme si elle avait déjà décidé quelle table serait la meilleure pour la défense. 2 autres hommes sont restés dehors, des ombres avec des oreillettes.
Le premier instinct de Léa n'a pas été la peur. C'était la reconnaissance, non pas du visage de l'homme. Elle s'en serait souvenue, mais du monde qu'il apportait avec lui. La ville était une pile de cartes qui ne se superposait que parfois. Elle avait grandi sur l'une des cartes où des hommes comme celui-ci étaient des histoires pour s'endormir et des contes de mise en garde. N'accepte pas l'argent qui paie trop facilement. N'ouvre pas la porte à minuit à quiconque t'appelle ma chère. Ne regarde pas à 2 fois si 2 SUV noirs se garent en face de l'épicerie à l'aube. Elle a néanmoins affiché son meilleur sourire. « Bonjour », dit-elle aussi joyeusement qu'on peut saluer un orage. « Asseyez-vous où vous voulez. » Ses yeux se sont posés sur son badge nominatif pendant une fraction de seconde. « Léa », dit-il comme s'il retournait les syllabes dans sa bouche pour en tester le poids. « Un café. » Bien sûr. Elle a versé avant qu'il ne s'assoie, son instinct lui disant que sa patience avait un fusible court. Il a pris la tasse comme si elle pouvait le mordre. La femme qui l'accompagnait a choisi la banquette du coin, la même banquette du coin, s'y est glissée et a sorti une tablette. Son tailleur était gris anthracite. Ses chaussures étaient absurdement propres. Elle a souri à Léa avec sa bouche, mais pas avec ses yeux. « Vous avez servi un homme plus âgé ici il y a 2 nuits, » a dit l'homme. « Non, s'il vous plaît. » Pas de préambule poli. Sa voix était basse, douce, avec ce léger râle qui vient de trop peu parler et de trop vouloir dire. Il a posé une photo sur le comptoir sans la quitter des yeux. Léa a baissé les yeux et a senti sa gorge se serrer. C'était lui, son combattant de chambranle de porte, plus âgé que sur la photo. Il avait l'air d'avoir des mains aimables et une façon de dire merci comme s'il plaçait une pièce dans une coupe à offrande. La peur a grimpé le long de sa nuque. Pas de l'homme en face d'elle, mais de l'histoire que l'image impliquait. « Oui », dit-elle prudemment. « Il est venu tard. Il était blessé. »« Est-ce qu'il va bien ?» demanda la femme, et sa voix fut un choc, une préoccupation sincère enveloppée de soie et d'armure. Il avait une coupure à la tête. Léa a croisé les mains pour s'empêcher de s'agiter. Elle avait appris il y a longtemps que répondre uniquement à la question posée n'est pas mentir. Il a mangé. Il est parti. A-t-il dit où il allait ? Demanda l'homme. Il cherchait une maison, dit-elle. Avec des citronniers. La femme a fait un petit bruit. L'homme a cligné une fois des yeux, lentement, quelque chose de brut sur son visage. Si vite que Léa aurait pu l'imaginer. Ça lui ressemble, dit-il doucement, presque pour lui-même. Vous le connaissez ? Demanda Léa, parce que le scénario était usé et que sa curiosité la rongeait. L'homme a regardé de nouveau la photo, puis l'a regardée. La décision qu'il a prise a pris un 10e de seconde et une vie entière. C'est mon père. Son souffle s'est coupé. Alors il est en sécurité, dit-elle par réflexe, comme si cette seule affirmation pouvait la rendre vraie. Il devrait être avec vous. Il devrait, acquiesça l'homme. Il tendit une main sur le comptoir, étonnamment formelle. Dante. Elle fixa sa main un instant de plus que ce que l'étiquette permettait, comme si elle s'attendait à ce qu'elle se referme comme un piège. Puis elle essuya sa paume contre son tablier et la prit. Une chaleur monta le long de son poignet au contact. Ridicule et non désirée. Sa paume était chaude, sèche, stable. Elle se demanda combien de personnes avaient fait confiance à cette stabilité pour les sauver, et combien avaient appris trop tard qu'elle pouvait écraser. « Je suis désolé, » dit Léa. Il ne m'a pas donné de nom. J'ai essayé de le faire aller à l'hôpital. Il a dit qu'il devait trouver sa maison. Il a des problèmes, dit Dante délicatement. Certains jours, le passé lui est plus familier que le présent. Surtout quand il est stressé. Quelqu'un l'a frappé, dit Léa avant de pouvoir se taire. Fort. Il ne voulait pas que j'appelle qui que ce soit. Il avait peur. La femme s'approcha, baissant la voix. Nous pensons qu'il a été enlevé. Il s'est échappé. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Enlevé par qui ? L'homme et la femme échangèrent un regard. Il y avait là une vieille dispute. La femme gagna. Un rival, dit-elle. Un mauvais. Léa baissa de nouveau les yeux sur la photo. Il avait pris une soupe et demandé si elle avait le goût de la maison, et elle lui avait dit que oui, et il avait souri au bol comme s'il lui avait raconté une blague que lui seul comprenait. Tout en elle se rebellait à l'idée de le voir dans une pièce qui sentait la cigarette et l'eau de Javel. Il a dit qu'il reviendrait, offrit-elle. Pour le petit déjeuner. La mâchoire de Dante se contracta. Est-ce qu'il l'a fait ? Non. Elle réalisa que cela sonnait comme une accusation et adoucit son ton. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas, la cloche a tinté. Les habitués du matin ont commencé à affluer. Des ouvriers du bâtiment, une infirmière, 2 promeneurs de chiens avec cette laisse tressée autour de leurs poignets.
Léa a servi, dressé les assiettes, souri, flotté. Dante ne s'est pas assis. Il est devenu une colonne dans la géographie du comptoir, immobile et inflexible, les mains autour de sa tasse comme si elle pouvait lui dire son avenir s'il la tenait assez longtemps. Sa sœur a pris la banquette du coin et a commencé à envoyer et recevoir des messages en silence. L'air autour d'elle vibrait. À 7h06, la porte a tinté et l'air a changé. Léa l'a senti avant de le voir. Les gens créent différentes sortes de silence. Le sien était celui d'un entonnoir qui se rétrécit. La façon dont une pièce se concentre quand quelque chose de fragile atterrit au centre. Elle s'est retournée et il était là, dans l'embrasure de la porte. Sale, les cheveux peignés avec ses doigts, une chemise d'une association caritative, les mains à vif d'une lutte avec une corde. Il paraissait plus petit le matin qu'à 2 heures du matin, comme si la lumière du jour avait effacé une partie de la force qui l'avait propulsé à travers la nuit. « Et » dit Léa doucement, sortant de derrière le comptoir comme si elle approchait d'un oiseau à l'aile brisée. « Votre banquette est libre. » Il la regarda comme s'il essayait de rattacher un nom à un visage. Puis le soulagement inonda ses traits et fit une chose magnifique à sa bouche. La soupe. La soupe. Il boitilla vers la banquette du coin. En passant devant le comptoir, Dante se leva. Le moment s'enflamma comme une pierre à fusil. Sal s'arrêta. Il fixa l'homme qui avait sa forme, 25 cm de plus et 30 ans de moins. Ses yeux se remplirent si vite. Léa le sentit dans sa poitrine. Dante déglutit. Sa gorge bougea 1, 2 fois. Il ne tendit pas la main. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de respirer. Le visage de Papa Sal se plissa. Il fit un son comme quelque chose qui se brise et se répare en même temps. « Figlio » murmura-t-il. Et puis Dante était là, les mains sur les épaules de son père et son front contre le sien. Et il y eut des larmes. Celles que les hommes pensent être trop forts pour verser et ne le sont jamais. Le bistrot est devenu silencieux de cette manière particulière à Paris. Cela signifie que nous ne regardons pas. Mais nous regardons absolument. L'infirmière à la table 2 se détourna, une main sur la bouche. Le cuisinier a appelé une commande, puis a baissé la voix jusqu'à un murmure. Les yeux de Léa piquaient. Elle recula d'un pas pour leur donner de l'espace et faillit entrer en collision avec Alessia, qui avait quitté la banquette comme si elle avait été tirée par un aimant. La sœur tendit la main au-delà de Léa pour toucher la joue de son père. Et Sal la serra contre lui avec la même main que Dante ne tenait pas. Ils restèrent là tous les trois un souffle, une minute, une éternité. Quand ils se sont enfin assis, c'était un enchevêtrement. Léa a posé une soupe devant Sal sans qu'on le lui demande, un café devant les deux autres, de l'eau qu'ils n'ont pas touchée. Dante tenait une serviette avec la férocité distraite d'un homme qui pourrait étrangler le linge délicat s'il le regardait de travers. « Comment t'es-tu échappé » demanda-t-il doucement. Le front de Sal se plissa. « Le chambranle de porte » dit-il, et Léa laissa échapper un rire surpris qui se transforma en un sanglot qu'elle ravala. Dante la regarda, et elle vit les coins de sa bouche s'incliner. Pas tout à fait un sourire. Pas non plus le contraire. « On a besoin d'un médecin » dit Alessia. « Un vrai, pas un de bistrot. » « Et » objecta Léa, la main sur le cœur. « C'est impoli. » Alessia lui lança un regard qui contenait à la fois des excuses et une menace. « J'en ferai venir un à la maison. » « À la maison. » Les citronniers. Léa se demanda s'il y avait une vraie terrasse ou si les arbres ne vivaient que dans des rêves de somnifères. Sal mangeait sa soupe avec une révérence comme si c'était un sacrement. Dante le regardait manger comme un homme regarde une bombe à retardement. Léa a rempli les cafés. Elle n'était pas du genre à s'agiter, mais ses doigts ne cessaient de trouver du travail. Essuyer, empiler, plier. Elle a remarqué 3 choses dans le bruit blanc de l'adrénaline. Dante ne sucrait pas son café. Alessia remuait le sien sans boire. Sal soufflait soigneusement sur chaque cuillerée, comme il avait autrefois appris à un petit garçon à le faire. Puis la cloche a de nouveau tinté, et l'air a changé une seconde fois. 2 hommes en veste en jean avec des ongles propres et des yeux sales se sont glissés sur des tabourets au fond du comptoir. Ils ont commandé des cafés avec des voix qui ne se souciaient pas de leur goût. Ils n'ont pas regardé les ducats. Ils ne les ont pas quittés des yeux. Le plus grand avait un tatouage derrière l'oreille gauche, une petite tour noire. Léa a préparé leur café. Elle l'a servi. Elle a souri de son sourire neutre. Puis elle s'est placée de manière à ce que le reflet dans la vitrine à tarte lui montre le visage de Dante alors qu'il les voyait. Aucune expression, mais quelque chose en lui avait ouvert un couteau et l'avait verrouillé. Le téléphone d'Alessia a vibré. Elle a baissé les yeux, tapé un message, et son expression n'a pas changé du tout, ce qui a dit à Léa que beaucoup de choses avaient changé à l'intérieur. Elle s'est levée. « On devrait y aller » dit-elle doucement.
Je n'ai pas fini, protesta Sal, le menton levé, têtu comme un garçon. Emportez-le, dit Léa, cherchant déjà un couvercle à emporter. Il aura le goût de la maison dans la voiture. Sal s'est illuminé comme un enfant invité à un secret. Les yeux de Dante se sont tournés vers Léa. Merci. Elle a fait semblant de ne pas le voir. L'homme au tatouage de la tour a levé sa tasse, a bu une gorgée, a grimacé. Le café est brûlé, annonça-t-il à la salle. Alors ne le buvez pas, dit Léa gentiment. Les mots étaient comme de la laque. Brillant, fin, vénéneux. Il a souri. Et, ma belle, tu as 1 minute pour parler? Des trucs de gérant. C'est moi la gérante à cette heure-ci, mentit-elle. Qu'y a-t-il? Des questions d'hygiène. Il se pencha, son haleine aigre de menthe poivrée, comme s'il croyait que cela annulait les autres odeurs. L'arrière-salle. Non, dit-elle joyeusement, assez fort pour que le cuisinier entende. Ici, c'est très bien. Ou mieux, dehors, elle pointa le menton vers la porte. On fait nos inspections d'hygiène au soleil. Un muscle de sa mâchoire a tressailli. Il s'est levé et a posé lentement un billet de 5 € sur le comptoir, le faisant glisser d'avant en arrière avec un doigt. Un pourboire pour le service, dit-il. Faites attention à qui vous donnez de la soupe gratuite. Le cœur de Léa a eu un hoquet. Il n'était pas là il y a 2 nuits. Quelqu'un lui avait dit. Ses yeux se sont tournés vers Dante. Il n'a pas bougé, mais quelque chose dans les molécules autour de lui l'a fait. La tour s'est penchée plus près. On ne sait jamais qui pourrait s'étouffer. La cuisine est fermée, aboya soudain le cuisinier, sortant du passe-plat avec un couperet dont il n'avait pas besoin et un air qui disait qu'il avait découpé plus que de la poitrine de bœuf. Vous pouvez partir, les gars. Le silence est revenu. L'homme au tatouage a soutenu le regard de Léa, a décidé qu'elle ne valait pas un verre brisé dans une pièce bondée, a fini son café brûlé comme un défi, et est parti. Son partenaire a suivi. La cloche a remis le temps en mouvement. Alessia payait déjà à la caisse. Dante se leva, les pieds de sa chaise crissant sur le carrelage. Il a posé un billet de 100 € sur le comptoir, et quand Léa a ouvert la bouche pour refuser, il en a posé un autre. Pour la soupe, dit-il. Et pour l'inspection d'hygiène. Vous êtes doué, lui a-t-il simplement dit. Vous aussi, a-t-elle répondu, ne faisant pas confiance à sa voix pour en dire plus. Dante a hésité sur le trottoir. Il paraissait plus grand à l'extérieur. La lumière du matin mettait des fils de cuivre dans ses cheveux sombres. Il a glissé une carte sur le chambranle de la porte, des lettres noires en relief, moins une entreprise qu'une frontière. Ducas, et un numéro. Je vais faire surveiller le quartier, dit-il doucement, sans menace. Juste au cas où. Au cas où quoi? Demanda-t-elle. Même si elle savait. Parce que les questions ont du pouvoir. Au cas où quelqu'un prendrait l'hygiène trop au sérieux. Elle a glissé la carte dans son tablier sans la regarder. Je peux me débrouiller seul. Je n'en doute pas, il a fait une pause. Et dans cette pause vivaient toutes les choses qu'on ne dit pas à une étrangère à qui on doit la vie. Puis il a dit tout autre chose. Merci d'avoir nourri mon père. Il m'a payé en histoire, dit-elle. Vous ne me devez rien. Il a considéré cela, a hoché la tête comme si le calcul était bon et s'est glissé dans la voiture. Le SUV s'est fondu dans la circulation matinale. Léa est restée dans l'embrasure de la porte longtemps après que les feux arrière ont disparu. La carte se réchauffant contre sa hanche, la cloche tintant, se réinstallant dans le paysage sonore des œufs, d'Aznavour et des commandes prêtes, elle a compté l'argent dans la caisse et a mis de côté les 200 € pour le fonds de bourse d'urgence qu'elle, le cuisinier, gardait dans une vieille boîte à café sous l'évier. Puis elle a pris une tasse propre, a versé du café frais et a prétendu que le léger tremblement dans sa main venait de la caféine. La terrasse des Ducas faisait en effet pousser des citrons. Ils poussaient dans des pots en terre cuite de la taille de baignoire, alignés le long d'une balustrade qui surplombait un coin du 6e arrondissement qui se souvenait encore des poètes. Leur odeur, propre, astringente, un peu dangereuse, tranchait avec la vanille chimique de l'antiseptique alors que le docteur Verrat vérifiait les pupilles de Sal et déclarait la commotion cérébrale légère. Les points de suture sont inutiles, le reste est une question de calme. Un calme qu'il savait que cette famille ne possédait pas. La mémoire reviendra comme un chat timide, dit Verrat, tapotant l'épaule de Sal avec une main qui était restée stable à travers 3 générations d'urgence du cas. Approchez-la de biais. Ne l'appelez pas par son nom. Pouvons-nous le garder en sécurité? Demanda Dante. Un homme qui avait appris que la sécurité est une monnaie sans taux de change fixe. Vous pouvez essayer, dit Verrat. Ne le laissez pas errer. Gardez la maison silencieuse. Pas de journaux, pas de télévision, pas de conversation sûre. Il jeta un coup d'œil à Alessia,
À Dante, au monde qui vivait sous leur peau. Les affaires. Ils ont essayé. Ils ont un peu échoué. Ils ont réessayé. Sal a dormi sur une chaise longue sous un citronnier et s'est réveillé en sursaut à 3h30, insistant sur le fait qu'il devait rencontrer Carmine sur les quais. Alessia s'est assise avec lui et a tricoté une écharpe en août parce que le mouvement la calmait. Dante faisait les 100 pas comme une bête en cage et donnait des ordres à des fantômes sous son souffle. Quand Sal a demandé de la soupe, la cuisine en a envoyé 3 sortes, et aucune n'avait le goût de celle de chez Lucie, car la soupe d'un bistrot n'est pas une recette. C'est un lieu. Le deuxième soir, alors que le ciel virait à une couleur pêche fatiguée et meurtrie, et qu'une ambulance quelque part chantait une berceuse de la ville, Dante s'est retrouvé appuyé sur la balustrade de la terrasse, le téléphone froid contre sa paume, la carte chaude dans sa poche. Il n'était pas un homme qui appelait des inconnus. Il n'était pas un homme qui demandait de l'aide. Il avait bâti un empire sur la croyance sacrée que demander vous rendait faible et offrir vous rendait mort. Mais son père avait demandé de la soupe, et une fille avec une queue de cheval et une voix faite de serviettes en tissu la lui avait donnée, et la carte avait changé. Il a composé le numéro. Bistrot chez Lucie. Ici Léa, vint la voix, plus haute maintenant, portée par le rush du soir. C'est Dante, dit-il, et réalisa qu'il n'avait pas de titre pour lui-même qui ne soit une menace du matin. Oh, dit-elle, et il pouvait entendre son sourire à travers le combiné, pouvait imaginer la façon dont il devait lui faire hausser une épaule un peu, rentrer le coin de sa bouche comme un secret. Salut. Il a demandé votre soupe, dit Dante, se sentant absurde. Et il n'aime aucune des nôtres. Bien sûr que non, dit Léa, comme si les hommes refusant la soupe étaient une langue qu'elle parlait couramment. Les vôtres ont probablement le goût de l'argent. Il a ri avant de pouvoir s'en empêcher. Le son est sorti rouillé, comme quelque chose de l'enfance. Est-ce que je pourrais? Voudriez-vous? Il s'est arrêté. Supplier avait un goût aussi. Fer et sel. Il l'a ravalé. Pourrais-je en acheter 4 litres? Vous pouvez en avoir 8, dit-elle promptement, puis se reprit. Je veux dire, le patron vous fera payer parce que le capitalisme est une arnaque. Mais oui. Quand en avez-vous besoin? Maintenant, dit-il, puis plus doucement. S'il vous plaît. Donnez-moi 30 minutes, dit-elle. Je l'apporterai. Vous n'avez pas à le faire. Je sais, dit-elle gentiment et raccrocha. 32 minutes plus tard, la sonnette retentit en bas et Dante ouvrit la porte d'entrée pour trouver Léa sur son perron avec 2 sacs isothermes et un sourire qui rendait le vieil hôtel particulier plus lumineux. Elle paraissait plus petite hors de son uniforme, dans une veste en jean délavé et un jean noir, les cheveux tordus en un chignon désordonné. Ses baskets étaient toujours blanches, d'une manière ou d'une autre. Elle sentait légèrement le citron et le crayon gras. « Vous vivez ici ?» demanda-t-elle, inclinant la tête en arrière pour admirer la façade, les ferronneries, la façon dont la maison semblait écoutée. « Pour le moment, dit-il en s'écartant. Entrez. Dois-je signer un accord de confidentialité? Voulez-vous? Pas vraiment. Alors non. Elle entra dans le hall comme si elle s'appartenait. Il la conduisit à l'étage sur la terrasse où Sal était assis avec une couverture sur les genoux et un citron à la main comme un globe. Il leva les yeux à leur arrivée et un sourire fendit son visage. « La fille à la soupe, dit-il chaleureusement. Léa, corrigea-t-elle, alors même que ses joues rougissaient. Vous pouvez m'appeler Léa. Léa, essaya-t-il, le goûtant comme une berceuse. Elle posa les sacs et commença à déballer. 2 litres de soupe de poulet aux nouilles, 1 de lentilles, 1 de tomates basilic, du pain à l'ail enveloppé dans du papier d'aluminium, un petit récipient de parmesan, car la dignité, c'est le parmesan. Elle se déplaçait naturellement dans l'espace des autres, une grâce empruntée de ceux qui ont toujours mis des tables où il ne mange pas d'entregarder son père la regarder, une douceur qu'il n'avait pas vue chez Sal depuis des mois. « Vos arbres sont réels, dit-elle, ravie, comme si la ville avait fait quelque chose de décent et qu'elle ne voulait pas l'effrayer. Importé de Sorrento, dit Sal fièrement, la mémoire ayant apparemment classé ce fait sous la rubrique « chose à ne pas perdre ». Passé en contrebande, comme de la marchandise. Des citrons de contrebande, dit Léa. Ça semble illégal d'une manière mignonne. Rien chez nous n'est mignon, marmonna Dante. Elle lui lança un regard par-dessus son épaule, et il se sentit absurdement comme s'il avait été réprimandé par la bonne partie du monde. Ils ont mangé. La soupe avait, en effet, le goût de la maison. Sal a fait un bruit de contentement en mangeant sa soupe de poulet qui a fait mal à la gorge de Dante. Alessia est montée à mi-chemin, a jeté un coup d'œil à la scène. La fille, la soupe, le citron, et a arqué un sourcil si éloquent que Dante a envisagé de prendre une photo. Après que Léa eut ramassé les bols, ignorant les protestations. « Je les ramènerai demain, dit-elle.
Vous pouvez me rembourser avec une place de parking parce que trouver une place dans ce quartier m'a coûté 10 ans de ma vie. J'enverrai quelqu'un pour porter votre voiture, dit Dante avant de pouvoir s'en empêcher. S'il vous plaît, ne faites pas ça, dit-elle. C'est une Clio. Elle a déjà assez souffert. Le soleil s'est couché. La ville a allumé ses bijoux de nuit. Des guirlandes lumineuses au-dessus d'une cour. Des fenêtres clignotant en constellation. Des sirènes peignant les murs des ruelles en rouge, bleu. Rouge, bleu. Léa a remis les récipients vides dans le sac et s'est attardée comme quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'elle s'en soucie. Dante se tenait comme un homme au bord d'une falaise, prétendant que c'était un trottoir. « Merci, dit-il finalement. Pour tout. »« De rien, dit-elle. Mais je ne l'ai pas fait pour vous. »« Je sais, dit-il, et sentit quelque chose en lui se détendre. Je pense que c'est pour ça que c'est important. » Elle l'étudia pendant une seconde, qui semblait être un mélange de jugement et de curiosité. « Vous avez l'air moins effrayant sur une terrasse. »« Vous avez l'air exactement de vous-même, » dit-il, ce qui n'était ni une flirtation ni une insulte, et en quelque sorte les deux. « Est-ce que c'est bien? »« C'est honnête. » Elle hocha la tête comme si elle allait classer ça quelque part où elle gardait ses choses douces. « Voudriez-vous » commença-t-il, puis s'arrêta. Il dirigeait cette ville depuis qu'il pouvait légalement acheter du Bourbon. Il ne s'était jamais senti à court de mots. « Voudriez-vous revenir demain ?»« Dîner. Ma mère veut vous rencontrer. »« Votre mère ?» répéta-t-elle, ravie et alarmée. « Elle est forte, dit-il, ce qui dans sa bouche signifiait dangereuse. Mais elle est douce là où ça compte. » Alors oui. Il la raccompagna en bas. À la porte, elle s'arrêta, la main sur la poignée, le regardant. « Est-ce que vous regardez toujours les gens comme vous me regardez ? » « Comment je vous regarde ? » Comme si vous décidiez si je suis un problème. « Vous l'êtes, dit-il honnêtement, mais pas le genre auquel je suis habitué. » Elle sourit. « Bien. » Elle se glissa dans la nuit avec ses sacs isothermes et sa Clio, et un morceau de lui qu'il n'avait pas consenti à donner. Il resta sur le perron jusqu'à ce que les feux arrière tournent au coin de la rue, et ce n'est qu'alors qu'il réalisa que ses épaules avaient baissé d'1 centimètre. Victor Koslov n'était pas homme à laisser une faveur impayée. Il avait envoyé 2 garçons au bistrot pour repérer et avait trouvé une fille qui souriait comme un rasoir. Il avait envoyé un mot à un officier du 7e pour vérifier une plaque d'immatriculation et avait appris que la Clio appartenait à une étudiante dont la bourse tenait sur le fil du rasoir. Il avait envoyé un homme dans le quartier pour surveiller, et cet homme avait disparu, ce qui indiquait à Victor que les Ducas avaient élargi leur périmètre. Alors il a changé d'approche. Il a envoyé des fleurs, non pas à l'hôtel particulier, mais à chez Lucie. Une douzaine de roses à longue tige de la couleur exacte du sang artériel, livrées à midi un samedi alors que la file d'attente sortait par la porte. La carte disait « Pour la fille aux mains généreuses, dites à Monsieur Ducas de dire s'il vous plaît la prochaine fois. » Pas de signature. Pas besoin. Le cuisinier a regardé les roses comme s'il aimerait les hacher. Léa a fixé la carte jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Puis elle a glissé sous la caisse enregistreuse et est retournée servir le café comme si rien ne pouvait ébranler une rivière. À 17 h, la cloche a sonné et 2 policiers en uniforme sont entrés pour une part de tarte et pour se tenir là où la ville pouvait les voir. À 19 h, Dante a envoyé un texto « On arrive ». À 20 h, la cloche a de nouveau sonné, et la salle s'est tue à la vue d'une femme qui avait traversé des océans entiers sans mouiller l'ourlet de sa robe. Gianna Ducas portait du noir comme un uniforme et des perles comme si elle se souvenait de son coup d'une autre vie. Ses cheveux étaient argentés, ses yeux étaient la lumière du soleil d'hiver, et quand elle a souri à Léa, tout le bistrot a expiré. « Vous êtes la fille qui nourrit mes hommes », a dit Gianna comme si elle rapportait un miracle. « Je nourris tout le monde », a dit Léa, les mains soudain timides. « Certains sont plus difficiles à nourrir que d'autres. » Gianna a jeté un coup d'œil à son fils, qui a eu la décence d'avoir l'air brièvement réprimandé. « On me dit que vous avez sauvé mon sale. »« Il s'est sauvé lui-même », a dit Léa. « J'ai juste chauffé de la soupe. »« N'importe qui peut chauffer, » a dit Gianna. « Vous avez réchauffé. » Elle a pris les mains de Léa dans les siennes. Ses paumes étaient douces de crème des durs de vie. « Vous êtes la bienvenue dans ma maison. »« C'est beaucoup, » a dit Léa, car elle avait appris à répondre à la grandeur avec humour. « Merci. » Ils ont mangé dans la banquette du coin. Un croque-monsieur pour Gianna, qu'elle a déclaré presque aussi bon que le sien, ce qui était comme être adoubé. Un burger saignant pour Dante. Une salade pour Alessia qu'elle a piquée comme si elle avait fait quelque chose de mal. Les roses observaient depuis le bout du comptoir comme une menace.
Gianna a posé des questions à Léa avec l'intensité d'un projecteur et l'aisance d'une grand-mère. Où étudiait-elle? La Sorbonne. Que étudiait-elle? Les neurosciences. Que aimait-elle à ce sujet? Que le cerveau pouvait se sauver lui-même si on lui donnait une histoire à laquelle se raccrocher. Dante écoutait. Quelque chose comme de l'émerveillement fissurait sa dure carapace. Il était sorti avec des mannequins, des avocates et des femmes dont on pouvait sentir le parfum à un étage de distance. Il ne s'était jamais assis dans un bistrot sous une enseigne au néon et n'avait jamais écouté une fille parler de synapses comme s'il s'agissait d'une chorégraphie. Quand l'addition est arrivée, Gianna a payé en espèces et a glissé un billet supplémentaire dans la boîte à café sous l'évier en faisant semblant de se laver les mains. Léa a fait semblant de ne pas le voir pour préserver la dignité de chacun. Dehors, sous le néon, Dante s'est attardé. Le quartier bourdonnait, un saxophone pleurait depuis une fenêtre du 2e étage, un couple se disputait en espagnol, la laverie automatique projetait de la lumière dans la rue comme une fête. Il s'est appuyé contre la brique et a regardé Léa nouer le sac poubelle et le traîner vers le trottoir. « Tu n'as pas à faire ça », a-t-il dit, parce que les phrases inutiles sautent parfois les barrières. « Toi non plus », a-t-elle dit. Mais nous voilà. Il lui a pris le sac des mains quand même. Leurs doigts se sont effleurés, une électricité statique a fleuri. Il a dégluti. Elle a fait semblant de ne pas le sentir. « J'ai reçu des fleurs aujourd'hui », a-t-elle dit presque nonchalamment. « Quel genre ?»« Le genre qui saigne. » Elle a décrit la carte sans la sortir. Il a écouté sans l'interrompre. Son visage n'a pas changé. Ses épaules, si. « Je ne suis pas stupide », a-t-elle dit. « Je sais de qui elles viennent. » Une fureur lente et brûlante s'est élevée de lui comme la chaleur d'un capot. « Je vais m'en occuper. »« Ne tue personne pour des roses », a-t-elle dit légèrement, parce que l'alternative était la terreur. « Pour toi », a-t-il dit. Et les mots sont sortis avant que la logique ne puisse les retenir. « Je tuerai quiconque il faudra. » Elle a levé les yeux vers lui, surprise et non surprise. « Ce n'est pas romantique. »« Ce n'est pas censé l'être, » a-t-il dit. « C'est un fait. » Elle a hoché la tête une fois. Les faits, elle pouvait les classer. « D'accord, » a-t-elle dit, et la ville a expiré. La première fois qu'il l'a embrassée, c'est parce qu'elle lui a dit de ne pas le faire. Ils étaient tombés dans une routine qui n'était pas un plan. Elle apportait de la soupe. Il apportait des citrons. Elle a appris à Sal à jouer à un jeu de mémoire qui utilisait des photos de lieux qu'il aimait. Il a fait accorder un piano et l'a regardé déchiffrer Debussy par une mémoire musculaire qu'elle n'admettait pas posséder. Alessia les taquinait tous les deux sans pitié, puis les laissait seuls dans des pièces exprès. Gianna observait, approuvait et arrangeait. Les roses ont cessé d'arriver. La tour a changé d'échiquier. Un soir, après le service du dîner, il a fermé le bistrot avec elle. Il a retourné les chaises, essuyé les tables, appris le rituel. Bouteille de ketchup, sucrier, l'art sacré de la serviette sans pli. Aznavour murmurait à la radio. Le néon faisait briller des veines sur le comptoir. La ville à l'extérieur était une mer sombre avec des poissons brillants. Il s'est séché les mains sur un torchon et a dit « On se croirait dans une église ». Elle a ri. C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais dite à propos de ce boui-boui. Je le pense. Je sais. Elle s'est affalée sur un tabouret et a laissé tomber ses épaules, une intimité qu'il a reconnue comme plus rare que la nudité. Ne m'embrasse pas, il a cligné des yeux. Je n'allais pas le faire. Si, tu allais le faire. Elle l'a regardé de côté, ce sourire qui disait au réfrigérateur de bien se tenir. Tu y penses. J'y pense, a-t-il admis, car on lui avait appris l'honnêteté comme une arme et il découvrait qu'il la préférait comme un cadeau. J'y pense constamment. Ne le fais pas, a-t-elle dit. Mais elle souriait, ce qui a dérouté chaque partie de lui qui ne vivait pas déjà dans la confusion. Pas parce que je ne veux pas que tu le fasses. Je le veux. Elle l'a dit comme un diagnostic. Mais parce qu'une fois que tu commences, tu ne t'arrêtes plus. Et j'ai un partiel à 8 heures. Il a ri. Un vrai son qui a fait faire quelque chose de magique à la lumière dans la vitrine à tarte. Quel est le sujet? La plasticité de l'hippocampe, a-t-elle dit. La mémoire, il est redevenu sérieux. Alors rentrons à la maison. Elle s'est levée, a posé le torchon sur le comptoir, a marché vers lui avec des pas prudents comme si elle portait quelque chose de chaud, et s'est hissée sur la pointe des pieds pour poser sa bouche sur la sienne. Ce n'était pas cinématographique. C'était simple, contrôlé, farouchement doux. C'était de la pitié. Il avait été embrassé par des femmes qui avaient le goût du sucre et de l'ambition. Elle avait le goût du café, de l'écorce de citron et de la vérité exacte. Maintenant, va-t'en, dit-elle, son souffle chaud, avant qu'on ne brûle le bistrot.
Oui, docteur Léa. Pas encore, dit-elle, mais bientôt. Il est parti les mains tremblantes et la carte de la ville sous ses pieds réécrite. Quand Koslov a finalement agi, il ne l'a pas fait avec des roses. Il l'a fait avec le feu. Un petit entrepôt vide à la lisière de la porte de la chapelle a pris feu dans le genre d'incendie qui dévore des quartiers entiers si le vent veut bien aider. Les pompiers de Paris se sont battus pendant 6 heures. Dante a regardé depuis une voiture à 3 rues de là, la mâchoire si serrée qu'elle lui faisait mal. À l'aube, un texto est arrivé d'un numéro qui n'avait jamais existé auparavant. Il y en aura d'autres. Dites à votre fille de garder ses mains pour elle. Dans le calme qui a suivi, il a réalisé quelque chose de glacial. La fille n'était plus un accident. C'était un levier. Il est allé au bistrot à midi avec une proposition et une peur. La proposition était la sécurité, une voiture, une planque qu'elle détesterait. La peur était qu'elle dise non et qu'ils doivent choisir entre la protéger et la respecter. Elle a écouté, le dos contre le comptoir en acier inoxydable, les bras croisés. Il a réalisé qu'il aimait la ligne de ses poignets. « Je ne peux pas arrêter de travailler », a-t-elle dit. « Le loyer existe. Je peux payer. »« Je sais », dit-elle gentiment et a posé 2 doigts sur sa bouche pour arrêter le mot avant qu'il ne les humilie tous les deux. « Je ne serai pas possédé par l'argent, ni le vôtre, ni celui de personne. » Il a hoché la tête parce qu'elle avait raison et parce qu'il n'avait jamais eu personne pour l'arrêter comme ça sans que cela ne le dérange. « Laisse-moi au moins te conduire à l'aller et au retour. Et me faire passer pour une cible. »« Tu le es déjà, » a-t-il dit, et l'a regardé avaler la vérité. « S'il te plaît, » a-t-il ajouté, un mot qu'il ne donnait pas à la légère. « Fais-moi plaisir. » Elle a réfléchi un long moment, puis a soupiré. « D'accord, mais la voiture doit être moche. » Il a presque souri. « Nous avons accès à tout un musée de mocheté. » Le lendemain matin, Léa est sortie d'une Renault Clio beige de 2006 avec un pare-choc cabossé, conduite par une grand-mère nommée Rosa qui pouvait soulever un homme à la force des bras et l'avait fait une fois en 89. L'observateur de Koslov de l'autre côté de la rue a noté la plaque et a signalé un fantôme. La ville a ri en cette langue. Ce soir-là, quand le bistrot a fermé et que la ville a atteint ce ton particulier où tout pouvait arriver et où il fallait décider si on était le genre de personne qui court vers le danger ou s'en éloigne, Dante l'a raccompagné chez elle. Il l'a fait sans demander parce que parfois la question elle-même est un danger. Sur son perron, sous un lampadaire qui transformait les papillons de nuit en planètes, elle a touché son poignet et a dit « Tu t'enfonces de plus en plus ». Il a dit « Je suis né tout en bas ». Elle a dit « Je parlais de moi ». Il n'a rien dit parce que le mot « oui » donnait l'impression de sauter de très haut. « Ne me sauve pas », a-t-elle dit, puis plus doucement. « Sauve avec moi ». Il a posé son front contre le sien. La ville, un flou d'odeur de poubelle chaude et de jasmin, et a dit « D'accord ». La fin, quand elle est venue rapidement, comme le font les bonnes fins, resserrant ce qui était lâche, fermant la porte que la ville continuait d'ouvrir. Une information murmurée à Alessia a mené à une planque à Boulogne-Billancourt avec vue sur un pont qui facilitait le mensonge sur la sécurité. À l'intérieur, 3 des hommes de Koslov s'apprêtaient à fuir, et l'un d'eux a parlé parce que ses dents aimaient leur configuration actuelle. Un téléphone sur la table a sonné avec une adresse et une heure. L'heure était demain. L'adresse était chez Lucie. Ils n'allaient pas y mettre le feu. Ils allaient entrer au petit déjeuner et en faire un message. Dante est devenu froid, puis très chaud, puis très calme. Il a passé 2 appels. Un à un flic qui n'était pas un flic et un à un homme qui lui devait une guerre depuis Palerme. Puis il s'est assis par terre dans le couloir de l'hôtel particulier, le dos contre les boiseries et la tête dans les mains, et s'est souvenu de la main de son père sur sa tête quand il avait 6 ans et que le chien était mort. Il s'est levé et a fait ce que son père lui avait appris, faire une liste et la diviser en tâches. À 5h30 du matin, le quartier autour de chez Lucie est devenu, incidemment, le quartier le plus sûr de Paris. Des camions de livraison sont tombés en panne au coin de la rue. Un bus est tombé en panne devant la bouche d'incendie. Un taxi a crevé. 2 vieillards ont joué aux échecs très lentement sur le trottoir où la tour devait passer. À l'intérieur du bistrot, Léa a servi du café aux habitués qu'elle avait textotés à 3 heures du matin pour qu'ils viennent tôt. S'il vous plaît, première tasse offerte. Ils sont venus parce qu'ils l'aimaient et parce que la ville fonctionne quand les gens se disent oui les uns aux autres. À 6h02, 3 hommes en jean propre avec des yeux sales ont tourné au coin de la rue et se sont heurtés à une ville qui s'était réorganisée d'1 degré. Ils ont poussé la porte. La cloche a tinté comme un rire. Ils ont fait 3 pas et se sont arrêtés parce qu'il y avait 8 flics au comptoir et aucun d'entre eux n'était flic. Celui avec le tatouage de la tour a souri à Léa. Lentement. « Bonjour, ma belle. » Elle lui a rendu son sourire avec ses dents. Lentement.
On n'a plus de rose. Dante est sorti des toilettes comme un tour de passe-passe et s'est tenu entre les hommes et la fille, les mains vides et les paumes vers le haut comme un homme qui négocie et non comme un homme qui avait déjà placé des snipers sur 2 toits. « Vous êtes venus pour le petit déjeuner, a-t-il dit. Laissez-moi vous nourrir. Ils ne sont pas partis menotter, car les menottes font la une des journaux. Ils sont partis dans des voitures qui n'étaient pas les leurs, pensant qu'ils avaient fait des choix. Parfois, la violence est une ligne droite. Parfois, c'est un champ d'aimant, et vous déplacez une pièce ici, et tout l'échiquier se met à vibrer. Plus tard, quand le quartier a expiré et que le bus a démarré, que le taxi est parti de travers vers le garage, que les vieillards ont renversé leur roi et que la ville est revenue à ses miracles habituels, Léa a rempli son café et a dit « Tu n'as tué personne aujourd'hui. » Il a dit « Pas aujourd'hui. » Elle a hoché la tête, acceptant un registre qui ne serait jamais équilibré en public. « Viens ce soir, a-t-elle dit. Je veux que tu entendes quelque chose. » Ce soir-là, sous les citronniers, elle a posé son téléphone sur le muret de la terrasse et a joué un enregistrement. La voix de Sal racontant une histoire dans son téléphone à propos d'un garçon et d'un chien, et d'un été où la ville avait oublié d'être cruelle. Elle l'avait enregistré les après-midi où la lumière le rendait plus doux, et elle le lui repassait le soir quand le brouillard tombait. Le cerveau pouvait se sauver lui-même si on lui donnait une histoire à laquelle se raccrocher. Dante a écouté les yeux fermés, et quand la voix s'est brisée sur le mot « Figlio », il a tendu la main vers la sienne comme si la carte était enfin correcte et que la route était dégagée. Gianna observait depuis la porte de la cuisine, ses perles captant le crépuscule, et a fait un signe de tête à un dieu avec lequel elle négociait quotidiennement. Alessia s'est appuyée sur la balustrade et a envoyé des textos à 3 personnes pour leur annoncer de bonnes nouvelles qu'elle n'a pas nommées. Quand l'histoire s'est terminée, les citrons ont respiré et la ville en contrebas a changé de couleur comme un être vivant. Dante s'est tourné vers Léa, les doigts toujours entrelacés avec les siens. « Épouse-moi, a-t-il dit. Et c'était ridicule et parfait et prématuré et exactement à l'heure. Elle a ri à travers ses larmes. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la plasticité de l'hippocampe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire oui, a-t-elle dit, et l'a embrassé jusqu'à ce que la ville oublie d'être cruelle le temps d'une chanson. La terrasse a vibré, les citronniers ont écouté. Quelque part en ville, un bateau-mouche a gémi comme une bénédiction. Et dans un petit bistrot, sous une enseigne au néon qui bourdonnait, chez Lucie, quand elle était fatiguée, un cuisinier a éteint la radio, a verrouillé la porte et a mis la soupe du lendemain à mijoter. Parce que certains amours sont nourris, et certains empires sont défaits par une cuillère.